quand j'ai vu sortir les 3 maillots en 1, 2, 3 du premier virage. Là, c'est devenu monstrueux. Et j'étais quand même un peu sur la retenue parce que j'attendais la ligne d'arrivée, quoi. Et une fois qu'ils ont passé la ligne, c'était fou. Parce que la difficulté de ce sport, comme tu dis, là, on a 3 gars qui peuvent gagner. Il fallait construire une équipe dans un sport individuel en contact direct. Il n'y avait pas un favori, mais des favoris avec les trois Français. Hein. Enfin, le premier jour, ils font 1, 2, 3 à la sortie du premier jour. Sylvain, il est premier, Joris deuxième, Romain troisième. Et un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai trouvé un truc, je me suis attaché à mon guidon. Je dis, comment ça, tu t'es attaché à ton guidon? Il me dit, ouais, j'ai mis une sangle de soulevé de terre, je sais pas pour ceux qui connaissent. Si j'avais à calibrer les choses, je dirais, je mettrais en bas, en socle, la technique, le physique et le chapeau. Si on faisait un triangle, en haut du triangle, je mettrais le mental. Bon, Nico, tu as entraîné quelques athlètes, notamment des athlètes olympiques. Sylvain André, tu entraînes Loïc Bruni, tu as entraîné Amidou Mir, tu as entraîné Myriam Nicole. J'entraîne toujours. Tu entraînes toujours. Qu'est-ce qui, selon toi, caractérise ces grands champions? À quoi on les reconnaît, ces champions? Ah, c'est une très bonne question parce qu'ils sont tous très singuliers et très spécifiques. En plus, t'as donné, il y a des hommes, des femmes dans ce que tu as dit, donc c'est encore différent. Mais j'ai envie de dire que l'intelligence de se renouveler, de se réinventer d'année en année et d'accepter d'aller dans de nouvelles directions. C'est une des qualités pour moi que je repère avec les sportifs de haut niveau. S'entourer des bonnes personnes aussi, croire en soi évidemment. Ouais, voilà, je dirais ça. Ouais. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à détecter, à identifier rapidement ou plus rapidement un champion ou un futur champion? Très bonne deuxième question. Ouais, il y a quand même j'ai envie de dire qu'il y a des signes. Déjà, il y a le niveau en général. Bon, on parle de vélo, on va parler du vélo, le niveau technique en général qui va déjà nous donner un bon indice. Et puis après, pour moi, ce que je regarde, j'ai envie de dire l'envie du pilote et son projet surtout. Et comment il s'inscrit lui dans son projet, comment il va nous tirer et comment il va faire pour y aller en s'entourant des personnes, quoi. Ok. Bon, on va revenir un petit peu sur l'actu, Ouais. qui pour toi est chargée cet été. T'as eu un beau succès récemment sur une compétition, petite compétition là qui a eu lieu il y a pas longtemps. Bon, j'arrête la blague, mais donc tu es l'entraîneur de Sylvain André, Ouais. qui a remporté une médaille olympique. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'entraîneur d'arriver à ce niveau sur une compétition olympique qui est à la maison, après tant de préparation, et je voudrais que tu me parles aussi de la préparation, mais déjà, c'est quoi aujourd'hui ton sentiment après avoir accompli ça? Eh ben, c'est un sentiment de quelque chose d'achevé. Hem, on était à Tokyo, j'étais l'entraîneur de l'équipe de France de BMX. Bon, il y avait les 3 mêmes mecs en finale et il s'est rien passé. 0 médaille et donc on avait ce désir de bien faire, en plus à la maison et en plus de ça, il y avait du public contrairement à Tokyo. Donc il y avait vraiment une ambiance électrique et ouais, ce sentiment de goût, d'achever et en même temps, ouais, tout le travail que Sylvain et que les autres ont pu mener dans l'équipe, enfin à payer quoi. Et à domicile, donc ouais, c'était fou, c'était fou.
on a vu, alors si vous l'avez pas vu, je remettrai la petite vidéo dans la description de l'épisode, mais un petit clip dans lequel on te voit avec Thomas Allier, qui lui entraîne Joris, Ouais. et dans lequel on voit lui, enfin, toi, t'apparais comme plus réservé, évidemment. Tu vois qu'il se passe un truc et t'es heureux, mais lui, on voit qu'il saute dans tous les sens, il en peut plus. Et, et on le comprend. euh, je- Quel est, enfin, j'aimerais comprendre un petit peu justement ce qui se passe ouais, dans ta tête à ce moment-là. Comment tu vis le truc? Et ben, pour la petite histoire, moi, une fois, je me suis, lors d'un championnat du monde à Bakou, ben, l'année où Sylvain avait champion du monde et Joris 2, j'ai traversé la piste juste à la fin de la finale, sans voir qu'il y avait une chute sur la piste. Et en fait, je me suis retrouvé dans la dernière ligne droite et avec un pilote qui est passé à côté de moi. Et du coup, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas oublié parce que bah, j'ai eu une amende et j'ai eu peur que la course soit refaite. Donc, je te laisse imaginer, les mecs venaient de faire 1 et 2. Et du coup, bah moi, ça, j'ai envie de dire que je l'avais travaillé. Et en fait, quand la grille tombe, je vois Thomas qui monte direct après la première bosse, qui saute au plafond direct. Et en fait, je me dis, faut pas qu'il aille sur la piste, quoi. Et du coup, en fait, j'essaye un peu de le retenir et en même temps dire attends, attends. Et il se passe un truc de fou. Donc en même temps, bah, j'attendais que le premier virage passe et quand je les ai vus sortir, parce que bon, j'entraîne Sylvain, mais là, quand j'ai vu sortir les 3 maillots en 1, 2, 3 du premier virage, là, c'est devenu monstrueux et j'étais quand même un peu sur la retenue parce que bah voilà, j'attendais la ligne d'arrivée, quoi. Et une fois qu'ils ont passé la ligne, c'était, c'était fou, quoi. Incroyable. J'ai eu la chance, le privilège de vivre ça en live. J'étais pas auprès de vous, moi j'étais à côté de Max Commensal, donc qui était aux anges lui également de voir son vélo et puis son pilote. Et ouais. Bah voilà, enfin médaille d'argent au JO à la maison, ça aussi c'était fou. Mais donc du coup on comprend pourquoi ta grippe, Thomas. Ouais, je suis vraiment dans, et puis, pour le coup, juste avant les Jeux, on avait eu une petite visio avec un commissaire UCI qui m'avait bien rappelé cet épisode de Bakou. Donc, ouais, je l'avais bien en tête. Et puis en plus au jeu, et ben il y a un tas c'est vraiment très protocolaire les cérémonies, donc tu peux pas, il y a des choses hyper réglementées que tu peux pas faire. Et en fait, après coup, on a su que bah tout était parti parce que bah on est tous partis à l'arrivée et qu'en fait bah plus rien, personne contrôlait plus rien, quoi. Mais bon, ce n'était pas que de ma faute, donc Et en plus il y avait le président. et ouais, ouais, et le président, il est arrivé. En fait, on l'a pas vu arriver. Apparemment, il est arrivé 5 minutes avant la finale. Il arrivait de la natation où bah, il y avait Léo Marchand qui était en train de rafler Et une médaille de oui. plus. Donc, il a dû arriver vraiment en speed. Et il s'est posé et nous, on l'a pas vu. Et en fait, bah voilà, la course est finie. Tac, on est parti à l'arrivée. Et puis là, d'un coup, on a vu arriver le président. Il y avait le président, Tony Estanguet, et la ministre des Sports qui était là. Et j'avoue que ouais, c'est quelque chose de voir un président, ouais, ça fait quelque chose, ouais. Il a une sacrée aura, ouais. Ouais. Oui, et puis c'est pas que voir le président, parce que moi je l'ai vu et j'étais bien content, mais il est venu voir le résultat de ton travail, en quelque Ouais, sorte. ouais, ouais. Et puis à la fin, c'était assez cool parce qu'il était, moi j'ai trouvé ce qu'il était, enfin lui, la ministre, enfin les gens qui étaient avec lui, très abordable. À tel point, bon, on a échangé avec lui. Lui, ses mots, ça a été de nous dire, bon bah là, vous nous avez mis un peu dans la merde. Il a pas employé ce terme. Parce qu'on va devoir créer des pistes de BMX de partout maintenant.
Mais bon, en rigolant. Et puis après, il y en a un qui a demandé de faire un selfie. Et puis là, c'est parti. Ouais, c'était vraiment un super bon enfant. Et au début, on était tous un peu cul serré, un peu coincés. Et puis à partir du premier selfie, c'était vraiment cool. C'était super bon enfant, quoi. Donc très très abordable. Excellent. Bon, vous êtes tous redescendus un petit peu? Bah moi, je t'avoue que donc ça s'est terminé, la course, ça s'est terminé à 22h30, 23h, le temps de rentrer au château où on était, loué par la Fédé avec tous les sports cyclisme, sauf le BMX freestyle qui était au village olympique. Donc on est rentré là-bas, il était 1h, 2h du mat, on a bu un petit verre. Et le lendemain, il y avait une journée média, une grosse journée marathon média que j'ai fait avec les pilotes. Et donc, on est parti à 8h, on est rentré à 1h du mat et toute la journée, ça a enchaîné les plateaux télé, les plateaux radio. Et il y avait encore 2 journées comme ça derrière. Et moi, au bout d'une journée, je leur ai dit, écoutez, je rentre à la maison parce que justement, j'avais envie de redescendre. Parce que ben, à la fin du mois, enfin là, on n'est plus à la fin du mois, mais dans une semaine, il y a une autre échéance avec les championnats du monde en Andorre. Et voilà, je voulais au plus vite aussi basculer pour me focus là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'était fou. Bah, dans Paris, on s'est fait escorter par la police en voiture pour se balader. On avait toujours 4, 5 vigiles autour du groupe. Ouais, c'était incroyable. Mais l'ambiance, honnêtement, c'était comme on voyait à la télé, quoi. Fallait y être. Franchement, bah toi, t'y es allé, Mmh. t'as vu. Enfin, Ouais. moi, j'ai vachement apprécié l'ambiance. Ouais, c'est fou, quoi. Alors, donc on parle du résultat, on parle de tout ça. J'aimerais évidemment parler de tout ce qu'il y a avant, Mmh. mais si on reparle un petit peu de la course en elle-même, donc il y a quand même 3 pilotes français en finale. Enfin, le résultat, c'est donc 1, 2, 3. Mais pour en arriver là, est-ce que vous avez utilisé une sorte de stratégie, puisqu'on a vu que les pilotes se sont placés 1, 2 et 4, et que finalement, au premier virage, ils sont ressortis tous les 3 devant. Euh, j'aimerais comprendre un petit peu comment ça se passe, la gestion justement de 3 pilotes qui vont clairement pour jouer la gagne. De toute façon, 3 ou 8 pilotes, hein, quoi qu'il arrive, qui vont clairement pour jouer la gagne. Globalement, ils sont potes, ils sont amis de très très longue date, mais ils vont pas se faire de cadeaux. Comment est-ce qu'on gère le fait que euh, il y en a un qui doit gagner enfin, mais que tout le monde a envie de gagner? Et comment tu gères le fait que bah, globalement, il faut pas qu'ils se rentrent dedans, quoi, parce que c'est quand même un sport où il peut y avoir du contact. Ouais, exactement. Ça a été, bah, je sais pas si tu te souviens, après Tokyo, bon, ils étaient à 3 en finale. Il y a Joris qui est dans le premier virage, qui monte un peu Sylvain. Enfin, dans les règles du BMX, hein, il n'y a pas du tout il y a pas du tout de faute. Et du coup, c'est vrai qu'après cette finale, on s'est fait un peu charrier, un peu taper sur les doigts en disant mais qu'est-ce que c'est que ça les mecs ils se bloquent entre eux, enfin par le public extérieur et les gens qui sont pas spécialistes du BMX race. Et du coup, bah, cette idée, c'est parti de là, parce que la difficulté de ce sport, comme tu dis, là on a 3 gars qui peuvent gagner, et il fallait construire une équipe dans un sport individuel en contact direct. Donc bon, je te laisse, voilà, l'équation est pas évident à résoudre, mais le manager Julien Sastre a vraiment bossé là-dessus depuis Tokyo. Il y avait pas de stratégie d'équipe, clairement. Les mecs ont jamais voulu avoir une stratégie d'équipe. On leur a posé la question. Clairement, ils ont répondu non. Même voilà, ça a été clair, quoi. C'est bah non, une fois qu'on est derrière la grille, on a envie de gagner, quoi. Et c'est l'essence même du BMX, quoi. Donc il y a pas de stratégie d'équipe. Mais je t'avoue que depuis Tokyo, on en a beaucoup parlé.
Ils se sont retrouvés aussi pas mal de fois en finale sur des coupes d'Europe, sur des championnats d'Europe, sur des coupes du monde où c'est arrivé aussi, où ils étaient plusieurs Français en finale et ils s'accrochaient. Donc ça nous a un peu suivis après Tokyo. Et puis ben avec le travail du manager, avec le travail qu'on a pu faire sur les séances aussi d'entraînement pendant les stages, l'échange aussi, tu vois, bah voilà, moi par exemple avec Thomas, tu vois bien on est quand même, il n'y a pas de il y a pas de guéguerre entre nous. Euh, et je pense que tout ça a fait que ben la mayonnaise, si je peux dire ça, a pris autant dans les relations staff et ce qui s'est répertorié peut-être aussi sur les pilotes. Et puis les séances d'entraînement proposées, ouais, on essayait, bah, ils roulaient souvent ensemble. Enfin, on avait travaillé des choses à l'entraînement avant. Après, tu vois, Romain, il choisit sur la feuille, en finale, il est troisième à choisir. Et de lui-même, il se décale et il se met à la 4. Donc, parce qu'il aime bien cette place, voilà, mais il n'y a personne qui lui a dit décale-toi pour pas que vous soyez à la 1, 2, 3. Ok, donc c'est un choix personnel de sa Ouais. part, juste parce qu'il n'avait pas envie d'être claque 1, 2, 3, et puis il voulait pas être directement au contact? Ouais, parce que, à mon avis, la première raison, c'est parce que la ligne droite, elle revient un peu comme ça. Donc, en étant la 4, il est pas mal aussi. Ça lui permet d'arriver droit dans le virage. Et voilà, quoi. Je pense que la première raison, c'était qu'il se sentait bien là aussi, quoi. Ok. Est-ce que, est-ce que dans cette finale, ou en quelque sorte, il y avait un favori? Alors évidemment, on voit les pilotes rouler et, et on voit qui est en forme, qui est capable d'eux. Donc on a clairement vu quand même que Joris était très en forme. Euh, Est-ce que à ce moment-là, il y a, euh, on va dire, une idée claire que le favori c'est Joris, ou est-ce que là, franchement, le truc est complètement ouvert et c'est allez-y les gars, que le meilleur gagne? Bah, clairement, j'ai envie de dire que il y avait pas un favori, mais des favoris avec les trois Français, hein. Enfin, le premier jour, ils font 1, 2, 3 à la sortie du premier jour. Sylvain, il est premier, Joris deuxième, Romain troisième. Ils font pas un tour au-dessus de deuxième, il me semble, dans tous les tours qu'ils ont enchaînés dans le week-end. Ouais, il y a trois favoris. Après, du coup, comme Joris se retrouve à la une, il est en position idéale pour faire le hot shot, pour partir devant, puisqu'il va se retrouver à l'intérieur dans le premier virage. Donc, si il fait ce qu'il sait faire, il sort devant et après, bah voilà quoi. Derrière, t'as Sylvain qui est à la 2, qui s'est roulé devant, qui s'est roulé dans le pack. Du coup, stratégiquement, tactiquement, et ben voilà, il a su temporiser pour pouvoir replonger dans le premier virage. Et puis Romain qui de la 4, bah, s'il a la une, il sort devant, quoi, parce qu'il est léger devant, il me semble. Mais comme il se retrouve à l'extérieur de Joris, il se fait monter, quoi. Donc les favoris, ouais, il y avait trois favoris. Après, il y avait l'Australien qui est à la 8, Kennedy, qui est un très très bon client, et qui, bah, dans le premier virage, qui s'accroche un peu et qui sort du virage. Mais ouais, les trois Français ils étaient incroyables. Ah, fou. Acheter un vélo à assistance électrique d'occasion peut parfois s'avérer être un exercice risqué. Entre l'état du moteur, la capacité de la batterie, le vieillissement de la connectique, il est difficile de savoir exactement dans quel état est le vélo que vous voulez acheter, sans compter les risques d'arnaque. Avec Upway.fr, achetez sereinement votre prochain vélo à assistance électrique d'occasion. Chaque vélo vendu sur Upway est minutieusement inspecté et remis à neuf par des mécaniciens pros, avec une garantie d'1 an sur le cadre, le moteur, la batterie et l'électronique. Sur le site upway.fr, vous retrouvez la plus large sélection de vélos à assistance électrique reconditionnés, avec plus de 200 marques présentes et toutes les catégories de vélos, allant des vélos de ville au VTT, en passant par les vélos pliants et cargo. La recherche de votre prochain vélo est hyper pratique, avec plein d'options de filtrage comme la taille, le budget ou la catégorie, pour vous permettre de trouver facilement le vélo qu'il vous faut. La livraison est super rapide et le vélo livré chez vous sous 3 à 7 jours. En achetant votre prochain VE sur upway.fr, vous pouvez économiser jusqu'à 60% par rapport au prix du neuf.
Et en plus de ça, vous obtenez grâce au code En Roue Libre une remise de 150 € sur toute commande de plus de 500 €. Et vous avez 14 jours pour essayer votre nouveau vélo et le retourner ou l'échanger s'il ne vous convient pas. Alors, pour bénéficier de 150 € de remise sur votre prochain vélo à assistance électrique, rendez-vous sur upway.fr avec le code En Roue Libre. Bon, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en avant sur cette préparation, sur comment vous êtes préparé. Alors pour cette question, on va dire en quelque sorte, on va se focus sur Sylvain puisque c'est ton pilote. Ouais. Comment s'est passée cette préparation? Qu'est-ce que ça représente une préparation olympique pour un pilote comme Sylvain? Qu'est-ce que vous avez fait en particulier pour vous préparer sur cette échéance-là? Et ben là, c'était un beau bordel. Déjà, la première étape, c'est de se qualifier pour les Jeux. Avant de parler de prép olympique, la première étape pour Sylvain, ça a été de se qualifier parce que en fin de saison 2023, la dernière Coupe du Monde en Argentine, en octobre, il tombe et fracture ouverte de l'avant-bras, radius cubitus en l'air, un petit bout d'os sur la piste et du coup opéré là-bas et l'hiver, bah voilà, avec un bras qui marchait pas. Et au moment où il a commencé à reprendre, en fait, il y a pas beaucoup de monde. L'info a pas été très tôt, trop été vite, mais il s'est recassé la plaque au mois de décembre. Donc, et ben, il a fallu bah, tout simplement réopérer, sachant que lui était pas qualifié pour les Jeux. Voilà, donc c'était ça, c'était en décembre, réopéré, et il avait une échéance fin février avec 2 coupes du monde en Nouvelle-Zélande et en Australie. Donc là, on est décembre, il se fait réopérer. En juin, on va voir, en janvier, on va voir avec lui, on va voir le chirurgien où il habite à Cavaillon, bah, un chirurgien, quoi, qui lui dit pas non, qui lui dit pas oui, mais bon, ben voilà, qui lui dit là, on est dans des délais pour fin février. Moi, je comprends bien que ça va pas marcher, quoi. Lui, il a jamais perdu espoir, il a toujours cru de pouvoir s'aligner fin février. Mais bon, une fois qu'il est remonté sur le vélo mi-février, parce qu'il a eu l'autorisation de remonter sur le vélo mi-février, donc à 1 semaine, 15 jours avant de partir, quoi. Il s'est bien rendu compte que ça allait pas être jouable, tout simplement. Et du coup, et ben là, la prépa pendant ce temps-là, ça a tourné évidemment avec beaucoup d'exos en salle, beaucoup d'exos de musculation sur le bas du corps. Il a travaillé aussi avec j'avais demandé un appareil à la Fédé pour simuler l'hypoxie, pour travailler comme en hypoxie. Donc il avait un masque dans le garage et, euh, et voilà, on a fait des séances de sprint là-dessus tout l'hiver dans son garage. Enfin, il a fait des séances de sprint dans son garage d'hiver. Donc ouais, pas. J'ai des images en tête là. Et moi, j'ai des photos où je le vois avec son masque sur son watt bike. Enfin, on aurait dit la NASA, quoi, avec le bras comme ça. Donc la prépa, elle a été très singulière et très spéciale. Et puis après, ben arrive avril, où là, il remonte sur le vélo. On va se faire une course, il va faire une course en Belgique, une Coupe d'Europe. C'était avril. Et là, en fait, il fait un tour et il me dit, ouais, je peux pas rouler, quoi. J'ai trop mal, quoi. Enfin, sa main, faut savoir que sa main, il est pas capable de tenir un objet comme ça. La main, ça tombe, quoi. Donc bon, bah là, on est au mois d'avril. Il est toujours pas qualifié pour les Jeux qui se déroulent en août. Il y a qu'une course pour se qualifier, du coup. C'est le championnat du monde fin mai. Ça commence vraiment. Enfin, moi, je vois les taux vraiment se resserrer
et j'essaie de mettre tout bout à bout et à un moment j'arrêtais parce que plus je mettais bout à bout et plus je me disais mais ça va pas passer quoi. Et du coup voilà, je me suis toujours dit bon ouais, c'est Sylvain, c'est Sylvain. Et un jour il m'appelle et il me dit écoute j'ai trouvé un truc, je me suis attaché à mon guidon. Je dis comment ça tu t'es attaché à ton guidon? Moi je me dis bah s'il tombe au moins c'est réglé. Il me dit ouais j'ai mis une sangle de soulevé de terre, je sais pas pour ceux qui connaissent, qui font un peu de gym. Ce qu'on a en soulevé de terre, les sangles, et en fait, et ben ça lui a permis d'avoir de la force parce que il avait peur que sa main parte en roulant, notamment en bas de la butte. Et en fait, bah, cette sangle a changé vraiment la donne puisque eh ben il a vite, il s'est retrouvé plus proche des mecs à l'entraînement tout de suite. Et du coup là, ça a mis vraiment un petit coup de pouce dans la motivation parce que bah, je pense que bon, s'il n'y avait pas eu sa famille, son entourage, à mon avis, il est passé par des moments très compliqués. Et du coup, et ben voilà, de là, il a repris espoir. On a été à deux à Rock Hill faire un stage avant les championnats du monde tous les deux. Et puis, mais bon, il n'avait pas fait de course depuis octobre, quoi. Et là, il s'aligne à Rock Hill et boum, quoi, il fait troisième, il fait podium, donc ben voilà, il décroche sa place olympique. Euh, euh, Moi, j'y étais pas là-bas. J'étais sur une Coupe du Monde de descente. Du coup, je vois le live, la finale derrière la télé et ça se termine et je me pince pour voir si vraiment il vient de faire 3, quoi, si je suis pas en train de rêver et il l'a fait, quoi. Et bah de là, il décroche son ticket et puis donc bah là commence vraiment la prépa olympique. Alors, qu'on comprenne bien, parce que moi j'ai mis un petit moment avant de bien comprendre quand tu m'as expliqué, mais cette fameuse sangle, donc c'est une sangle donc de soulevé de terre qui est une sorte de qu'on plie en 8, enfin qu'on tourne en 8. Ouais, qui roule autour de la poignée et en même temps qu'il la roule, il l'attrape. Et en fait, ben quand quand il tire, en gros, elle retient quoi. Plus il va tirer et elle va Oui, retenir. c'est-à-dire que plus tu vas lever en fait le bras et potentiellement plus ça va serrer quoi. Ouais, exactement. Plus tu vas tirer dessus et plus c'est ta sangle qui va te permettre, bah, quand tu as la barre, en fait, quand tu remontes la barre du sol, à un moment que tu as plus de grip, si tu as pas trop de grip, et bah, ta sangle te permet de maintenir la barre et de la monter. Et ça c'était ça c'est réglementaire ou pas? Et ben après, voilà, il y a eu ce souci de, bah, on ne dit pas, mais bon. Donc il a roulé un peu en faisant un peu attention, sans trop, pour pas trop le montrer à la concurrence, parce que bon, après, Sylvain, il avait épluché le règlement. Et, euh, et j'ai envie de dire, tu vas pas lui faire. S'il y a quelqu'un à qui tu vas pas la faire, c'est bien lui, quoi. Et du coup, pour lui, c'était OK, quoi. Mais nous honnêtement, entre staff, bah, le doc aussi. Il y a un doc qui, voilà, qui prend aussi position, quoi. Et c'était, ouais, on savait pas trop si ça allait passer, quoi. Mais bon, après le mec, il y avait même pas de discussion, en fait. Il était déterminé et go, quoi. Ok, donc ça a marché, ça lui a donné le coup de Ouais. boost, ça lui a permis aussi de décrocher sa place. C'est quoi une prépa olympique? Et de là, ouais, de là, du coup, commence la prépa olympique. Donc, c'est pas tant différent que ce qu'on va faire pour une échéance, une Coupe du Monde ou un championnat du monde qu'on prépare chaque année. Là, la grosse différence, j'ai envie de dire surtout, c'est que bon, là, c'était en France, à Saint-Quentin. Donc, au mois de juin, la piste était ouverte pour toutes les nations. Donc, en fait, j'ai envie de dire Sylvain avait pris un Airbnb, par exemple, sur Saint-Quentin. Et en gros, on faisait vraiment attention à tout ce qui était déplacement, tout ce qui pouvait engendrer de la fatigue inutile.
avant l'échéance. Donc il était sur place pendant un mois, il rentrait que chez lui le week-end. Il y a eu plus de stages avec l'équipe aussi. Donc les mecs ont roulé plus souvent ensemble. Et puis, mais après voilà, ça reste normal quoi. Je pense que justement l'erreur des autres années, moi quand j'étais jeune, c'est que j'ai voulu faire un truc très spécifique pour les JO, réinventer des choses et c'était pas le moment. OK. Donc en fait, si je comprends ce que tu me dis, la prépa, elle est véritablement dans la continuité de tout ce qui se fait, et c'est plutôt vraiment en amont, on va dire, post-Tokyo, où, vous vous tournez, rapidement vers la nouvelle échéance, enfin vers la future Ouais, échéance en vous disant: «OK, comment est-ce qu'on adapte ça?» ouais, Donc finalement, c'est plutôt un gros paquebot que tu orientes et que tu qui va tout droit après, quoi. ouais. Et puis en plus, moi la difficulté que j'ai eue avec lui, c'est que si j'avais su qu'il était sélectionné avant l'hiver, j'ai envie de dire que les 2 coupes du monde de février, on aurait pu essayer des choses et tester sur les coupes du monde. Là, ça a pas été possible. Donc, d'autant plus, j'ai pas voulu réinventer. Après, lui, il se connaît. C'est une des qualités, justement. Tu parlais des qualités des grands sportifs. Bah, la connaissance de soi. C'est un mec qui se connaît très bien. Il va beaucoup échanger avec moi. Il va prendre des décisions qu'il va me demander et que je vais valider et confirmer. Mais voilà. Enfin, tellement il se connaît, ça aide à fond. Pour moi, c'est plus facile. Mmh. Quelles autres, qualités tu respectes chez lui? Les autres qualités que je respecte chez lui, Ouais? eh ben, j'avais écrit un petit truc pour lui. Là, on avait fait une petite cérémonie un peu surprise chez lui, chez ses parents, il y a quelques semaines après sa médaille. Et tu vois, j'avais intitulé l'acharné, passionné, déterminé. Et en fait, je trouve que ces 3 mots-là le caractérisent. Il est passionné par sa discipline et il s'intéresse beaucoup à d'autres sports. Mais, dans sa discipline, il connaît tout le monde, il connaît tous ses adversaires. Il sait quel adversaire, va craquer, l'autre qui va pas craquer ou il va pouvoir doubler. Enfin, il est incroyable dans sa discipline. Mmh. Je crois savoir, tu me dis si je me trompe, mais il est militaire? Il est militaire, ouais. Ouais? Est-ce que tu trouves justement des qualités, qu'on va retrouver chez les militaires, Et ben, tu vois, j'ai fini mon petit texte où j'avais lu par une phrase en disant l'armée avec des soldats comme toi a de beaux jours devant elle, quoi. Parce que ouais, il a clairement ses qualités de rigueur. Il est rigoureux, j'aime bien ce mot, c'est un technicien. Il est hyper pointu. Enfin, il y a pas de Sylvain, on arrive. Tu vois ce que j'ai appris avec lui, il y a pas de, il y a quand on arrive, dès qu'il se met sur la grille, c'est direct à bloc quoi. Il y a pas de je teste, je fais un start des shows, boum. Le premier, moi les premières fois que j'ai entraîné, tu vois, les premiers, bon comme tous les trois quarts des pilotes que j'ai eu, il y a tout le temps un ou deux starts d'échauffement, donc je filmais pas. Euh, Au début, il m'a dit, bah, t'as pas filmé? Et, bah non, c'est le premier. Ouais, mais le premier, il y a pas de premier quoi. Il est au boulot quoi. Il est au boulot tout simplement. donc pour revenir un petit peu sur toi et ce que tu fais, donc aujourd'hui tu es entraîneur. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais concrètement, dans quel domaine est-ce que tu interviens et comment est-ce que tu es arrivé, là où tu es? À la base, du coup, je viens du BMX Race. Euh, du coup, j'ai commencé à entraîner dans le BMX et j'ai passé après un DU. Enfin, j'ai passé un DU de prépa physique.
Et du coup, je suis devenu aussi entraîneur préparateur physique. Donc c'est comme ça que j'ai eu le premier pilote vraiment que j'ai eu, c'est Amidou Mir, qui s'est qualifié pour les Jeux de Rio 2016. Et puis à partir de là, il y a eu un bouche à oreille entre les athlètes, avec les réseaux certainement, les réseaux sociaux, entre les athlètes dans la discipline et aussi dans d'autres disciplines. Et ce qui fait que je me suis ouvert à d'autres disciplines. Il y a Loïc qui m'a appelé, Bruni, dans la descente. Après, il y a Myriam. Et j'entraîne aussi un mec, sur le côté prep physique, euh, qui fait le Paris-Dakar en moto, Adrien Van Beveren. Donc voilà un peu comment je me suis ouvert dans les différentes disciplines. OK. C'est quoi la formation? Comment on devient, entraîneur? Et la formation, moi j'ai fait STAPS à l'école. J'ai une licence en STAPS d'éducation motricité. À la base, je voulais être professeur de PS. J'ai passé le CAPEPS. Heureusement, je l'ai pas eu du coup. Et Prof de sport, Nico. la même année, j'ai postulé pour un poste d'entraîneur dans un club ici en Auvergne. À la base, je suis originaire du nord de la France. Et c'est comme ça que je suis arrivé en Auvergne. Et de là, j'ai passé le BE, cyclisme. Et après, les diplômes d'entraîneur, BF1, BF2, BF3. Puis, je me suis spécialisé avec un DU préparateur physique. Et voilà comment on devient, en tout cas par les diplômes. Après, des livres, au début, j'en ai acheté, reacheté, re-reacheté. Et quand j'ai compris que lui disait l'inverse de l'autre et que après les expériences sur le terrain me montraient que ouais, mais en fait ça c'est jamais écrit dans les livres. Donc j'ai mis tous les livres au placard et j'ai essayé vraiment de faire avec la personne en face de moi et surtout avec les difficultés du moment ou les facilités qu'elle avait au moment où il fallait présenter l'échéance. Mmh. Combien de temps ça t'a pris, enfin, ça fait combien de temps que tu exerces? J'ai commencé, ça fait, on va dire 2004, ouais, ça fait plus de 12 ans, 15 ans. Et j'ai toujours entraîné, tu vois, quand j'avais 16 ans, en fait, je me souviens que mon père m'a amené au club de BMX dans le Nord et c'est moi qui ai encadré le groupe. C'est moi qui ai encadré le groupe sur la piste, donc j'encadrais il y avait des gens qui avaient 20 ans, 30 ans. Donc je pense que j'ai toujours eu cette fibre, je pense, à mon avis, d'encadrement. Ouais, je trouve que c'est intéressant de se dire quand même que comment on arrive quel est le parcours qui amène à entraîner les meilleurs athlètes du monde? Et c'est une question que j'ai, que tu vois, parce qu'il y a pas mal de jeunes, je peux pas répondre à tout le monde là, qui voudraient venir en stage. Mais bon, moi, c'est difficile parce que je suis jamais au même endroit. Enfin, je suis rarement au même endroit. Donc, mais tu vois, c'est beaucoup une question qu'on me pose. Comment les jeunes, comment t'as fait pour en arriver là? Ben, en fait, j'ai passé des diplômes pour moi me sentir légitime face aux gens qui allaient me demander pour les encadrer. Mais en fait, les trois quarts des choses, je les ai apprises sur le terrain et aussi par la curiosité d'aller fouiner dans toutes les disciplines. Je me souviens que quand j'ai commencé, j'allais voir tout ce qui se passait dans toutes les disciplines, du judo au ski, au foot, enfin partout, partout. Et c'est vraiment là où j'ai appris le plus, quoi. T'as des pilotes qui t'ont particulièrement, inspiré, marqué, heu, qui te marquent toujours? Honnêtement, je sais pas comment ça se passe pour les autres entraîneurs, mais le noyau que j'ai, en fait, ils m'inspirent et ils m'ont fait énormément évoluer de jour en jour, quoi. Quand j'ai commencé, alors c'est peut-être le côté nord de la France. Pour moi, il fallait que ce soit dur. Il fallait travailler dur pour y arriver.
Et en fait, avec les profils que j'ai pu croiser et que j'ai pu encadrer, et notamment dans le discours qu'il a fallu adapter, tous ne marchent pas comme ça en fait. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai vachement évolué dans ma façon d'entraîner. Et j'ai envie de dire que j'ai peut-être bah ouais, j'ai carrément plusieurs façons de faire en fonction du sportif en face de moi, quoi. Et alors, donc on a parlé BMX, on a parlé JO, on a parlé Sylvain. Si on arrive un petit peu sur le VTT. Ouais. Donc tu nous l'as dit, tu prépares une autre échéance. Alors on enregistre cet épisode, mais on est le 21 août. Donc pas sûr que l'épisode sorte avant les championnats du monde. Mais bon, on verra. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'échéance qui arrive et pareil, de la même manière, comment est-ce que tu la prépares? Ouais, comment tu prépares ces championnats du monde avec tes athlètes? Et ben ouais, il y a, comme tu as dit, du coup, dans une semaine, un peu plus, championnat du monde. Et Loïc, il est tombé au championnat d'Europe aux essais, donc la prépa, elle est aussi carrément. Enfin, il y avait un plan qui était prévu et du coup, il faut tout refaire. Donc là, j'ai envie de dire que avec lui, c'est déjà dans un premier temps d'avoir une jambe à 100% rétablie. Là, pour l'instant, c'est ça le boulot, c'est voilà quoi, de faire des soins. Tu vois, ce matin, j'ai eu le physio. Et au même moment où je baisse la tête, je regarde mon téléphone, il m'envoie un message, un message. Donc le physio de l'équipe, pour échanger justement sur la, pour optimiser au maximum la fin de semaine. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Donc, c'est vraiment un échange avec moi, l'athlète, où il en est, et aussi lui, le physio, me renseigne sur qu'est-ce qui est faisable ou pas, quoi. Parce que moi, moi, ça c'est quelque chose, il est hors de question d'aller euh, euh, comment dire, s'il y a une recommandation médicale, je la suis. Il y a même, enfin là-dessus, moi, il y a même pas de question à se poser. Donc pour pas le ruiner, et puis essayer de l'amener au mieux, quoi. Donc là, ouais, c'est échange avec le physio, remettre un petit peu de dynamique sur la jambe, voilà, réveiller tout ça, et puis petit à petit monter progressivement pour essayer de mettre de l'intensité maximale fin de semaine. Donc on sera une semaine, même pas Mmh. avant Andorre, quoi. Est-ce que ça rappelle pas un Avant peu Namur, pardon. ouais, pardon. Est-ce que ça rappelle pas un petit peu ce qui s'était fait justement avant les Jets 2022, où justement il s'était cassé la clavicule? Euh, Est-ce qu'on est dans les mêmes types de dispositions? Est-ce qu'on va jouer sur les mêmes leviers moteurs? Ouais, ouais, ça rappelle. On peut pas dire que ça rappelle pas. Donc il y a des choses, mais là, je pense que ce sera plus pour lui des choses mentales qu'il a mis en place, et peut-être qu'il pourra se répéter, mais ce serait tellement trop facile de s'asseoir là-dessus et de se dire bah ouais, bah c'est bon en fait. Donc ouais, ça rappelle, mais non quoi. Mais là, on est en 2024. Il arrive de deux courses, pas les mêmes courses avant, enfin pas la même saison, pas le même, tout est différent, pas le même vélo, donc non, ouais, pour moi, ce serait trop facile de rester focus sur cette idée, de se dire bah ouais, c'est bon, il a déjà fait, il sait le faire, ça, on y va, quoi. Non, c'est pas si simple, malheureusement. J'aimerais bien. Bien sûr. Parce que on en avait un peu parlé quand tu m'avais aidé à préparer l'épisode avec Loïc. On en avait parlé
pendant l'épisode avec Loïc sur sa capacité justement à se transcender et à répondre présent dans les moments où il y a une pression qui est absolument phénoménale. Ouais. Et les jets faisaient partie de ces moments, les jets 2022. Là, donc, Loïc s'est fixé un objectif qui était ambitieux. On en avait également reparlé pendant l'épisode. Si vous l'avez pas écouté, je vous invite à aller le voir. On avait parlé de cet objectif qui était de faire le doublé Coupe du Monde, Championnat du Monde. Donc, on peut dire que là, il y a quand même une pression qui est massive. Est-ce que, justement, tu as le sentiment que cette pression, là, pour le coup, elle est plutôt positive? Comment elle est ressentie, cette pression-là? Bah, tu vois, je pense que c'est là où, sur le côté positif de la blessure, c'est que bah, après, faudrait lui demander, hein, mais peut-être que justement ça va lui enlever, de la pression, le fait d'avoir eu cette blessure, de s'être fait mal au championnat d'Europe, et ce qui fait que bah voilà, il va peut-être moins y penser et arriver plus sereinement et plus pour le coup détente, et au final bah là il est pas plus que ça attendu quoi aujourd'hui. Mmh. Ouais. Oui, c'est sûr qu'un Amaury est un peu plus en, en bonne forme, en bonne position. Bah ouais, il a claqué les deux dernières avant les championnats du monde, Hmm. et il les a bien claqués. Et comment? Et comment? Ouais. Bah oui, c'est logique. Logiquement, voilà, la casquette de favori, on peut la donner à Maury. Après, ouais, après c'est Loïc. Hein. Oui. Après, c'est un championnat du monde, C'est donc un tout peut championnat du arriver. monde. C'est Loïc. Voilà, moi ce que j'espère, c'est que voilà, il soit à 100%, que la jambe il puisse s'en servir à 100%, et puis après, à partir de là, s'il peut s'exprimer, qu'il arrive en bas, moi après. À la date où cet épisode sortira, le résultat des championnats du monde sera sorti, donc il y a pas de, on va pas dévoiler des secrets en avance, mais sur quoi est-ce que tu peux nous dire sur quoi vous travaillez en particulier? Loïc nous a parlé de la perte de poids. Euh, c'est ce qu'il nous a partagé. Est-ce qu'il y a, enfin, est-ce que tu peux nous parler de là où on en est par rapport à ça? Est-ce que c'est positif? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Enfin, est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous travaillez et qui peuvent avoir un résultat, qui peuvent faire une différence significative? Bah ouais, la perte de poids, ça a été un peu le fil rouge de l'hiver. Euh, Du coup, bah écoute, est-ce que ça marche? À 2 courses de la fin du champ de la Coupe du Monde, il est en tête au classement. Après, attention, il a pas perdu 5 kilos, hein. Il voulait perdre 2, 3 kilos, quoi. Et c'était pas non plus pour être, bah voilà, pour se sentir notamment dans les parties un peu défoncées, un peu plus facile, un peu plus aérien, j'ai envie de dire, pour un peu plus jouer, aller de droite à gauche. Donc on a mis beaucoup de niveau, ouais, j'ai envie de dire on a fait peut-être au niveau musculation, genre sur le côté muscu, un peu moins de force, des séances un peu plus légères. Pour être voilà, pour aussi bah, garder de l'explosivité. Donc voilà un peu les axes qu'on a mis, et puis là bah là l'idée en ce moment, j'ai envie de dire que c'est de là de toute façon il peut pas faire aujourd'hui, il peut pas faire grand chose, il fait quelques sorties e-bike. La semaine dernière il s'est monté le col de la Loze, on était au cycling event avec le e-bike, c'était la flotte. Voilà, tu vois, il allait se mettre à pleuvoir, il y est allé, et bon, bah là, voilà, s'il a grimpé ça tout seul,
Là, je te laisse imaginer où il a travaillé, quoi. Quel Ouais. plan il a travaillé. Mmh. Alors justement, si on parle un peu de la partie mentale, Mmh. donc on a un petit peu parlé d'entraînement, enfin tu nous as parlé de la partie physique, mais la partie mentale. Comment est-ce que tu accompagnes tes pilotes? Sur quoi tu travailles? Alors évidemment chacun est unique, dans son approche, mais c'est quoi les domaines dans lesquels tu travailles en termes de prépa mentale? Bah, tu vois, une évolution que les pilotes m'ont apporté, c'est justement de m'intéresser, de plus en plus à ce côté mental, bah, notamment par les perfs, on a évoqué Sylvain en début d'épisode. On a évoqué Loïc, Auger, Myriam qui est championne du monde, qui se casse le pied la même année et voilà, qui arrive à Mont-Sainte-Anne et qui est championne du monde. Et en fait, voilà, toutes ces expériences que j'ai eues aussi sur le terrain et le jour J, m'ont amené à me dire: «Mais waouh, mais il y a quelque chose d'autre qui se passe que le physique et la technique». Mmh. Et la partie donc c'était la partie mentale et moi du coup je me suis intéressé à ça. J'ai passé un DU au même titre que j'avais passé un DU en prépa physique, j'ai passé un DU, en préparation mentale. J'ai suivi une formation, que je suis encore actuellement, en neurosciences. Voilà pour, Auprès de pardon? auprès de qui? De quel organisme? Belle colle, ça va pas me revenir. Ça va me revenir Non, à voi OK, c'était on hem, mettra le lien dans la description, OK. t'inquiète. Hem Et du coup, j'essaie de en même je te parle et j'essaie de penser à ça. Je vais revenir à et ouais, parce que, enfin moi, si j'avais à calibrer les choses, je dirais, je mettrais en bas, en socle, la technique, le physique et le chapeau, si on faisait un triangle, en haut du triangle, je mettrais, le mental. Parce que bon, ça, c'est moi, hein, c'est mon avis. Si techniquement, dans des disciplines comme moi j'encadre, si techniquement il se passe rien, bah, on peut rien faire, quoi. On a beau être physiquement hyper solide, hyper tout ce qu'on veut, il y a certainement des gars ou des filles plus fortes que Myriam ou plus fortes que Sylvain, physiquement. Mais si tu les mets sur un vélo de DH, ça le fait pas, quoi. Donc pour moi, la technique, ça reste un socle, hyper, hyper important. Derrière le physique et puis le jour J ou la semaine des courses, quand l'échéance s'approche, et ben toute la partie mentale quoi, qui va faire que ben soit tu vas te liquéfier ou alors soit ça va te l'événement va te porter et c'est là où c'est vrai que Loïc est impressionnant parce que quand il y a de l'enjeu, plus il y a d'enjeu aujourd'hui, enfin plus il arrive à être justement lui à s'aider de ça pour euh, pour se transcender quoi. Justement, parlant de Loïc, tu m'avais raconté, les quelques minutes, on va dire, où tu l'avais croisé avant qu'il parte pour son run final au jet. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment où tu croises Loïc au chalet et où ça t'a marqué? Et ouais, ouais, c'était bah ouais, au championnat du monde où je sais pas, on était à 1 heure et demie, 2 heures de la course. Enfin, de la course c'était déjà lancé. Il y avait déjà un bordel dehors. Bon, enfin, c'était déjà full ambiance. Il y avait déjà les premiers qui étaient partis. Et en fait, moi, je repars au chalet pour me changer. Et je monte, je redescends. Et là, en redescendant, j'ai l'impression d'apercevoir quelqu'un dans la cuisine. Et en fait, je me retourne et je vois Loïc en calbute, en train de se couper du melon. Mais en fait, il dégage une détente et une sérénité de malade à ce moment-là, quoi. Et du coup, je, enfin, moi, je m'attendais pas à le voir. Je pensais qu'il était au pit et enfin, c'était le bordel déjà dehors, quoi. Et alors que lui était
hyper tranquille, tout seul, à 2 heures de partir, même pas. Et en fait, bah ouais, je l'ai vu et je dis: «Bah bah, qu'est-ce que tu fais là?» Et non, mais c'est pas ça, il m'a dit: «Bah, ça va?» Je dis: «Bah, ouais, ça va et toi?» «Bah, ouais, ça va». Bon, OK, et puis tac, je suis parti. Et en fait, quand j'ai passé la porte du chalet, c'est vraiment la première fois, je me suis dit: «Mais waouh, j'ai l'impression qu'il peut rien lui arriver, quoi». Et quand je suis parti, je me souviens avoir croisé Vincent Sacomani qui me dit: «Putain, mais tu es bien souriant, toi». Je dis: «Ouais, ouais, ouais». Je dis: «Écoute», je dis: «Ça va, tout va bien». Et il me dit: «Mais tu connais le résultat, quoi?» Je dis: «Non, non, non, pas du tout, Vincent, mais enfin voilà, quoi». Je sais pas, il avait dégagé, un truc, c'était honnêtement, c'était fou, quoi. C'était fou. Un sentiment de puissance et de sérénité et Exactement, un sentiment de puissance, de sérénité, et tellement apaisé, enfin tellement, bah, là, c'est pas le moment, en fait. Tu vois, là, tac, OK. Enfin, ouais, il était, c'était fou. mmh et c'était un truc, si je comprends bien, qui était pas prévu. Enfin, c'est-à-dire, en fait, souvent, en prépa mentale, on parle quand même de routine, tu te mets dans ta bulle, tu fais des exercices, tu fais de la respiration et cetera. Mais là, c'était un peu hors cadre, c'est-à-dire il était juste détente. Ben, c'était pas prévu. Après, tu vois, c'est, les routines, c'est chaque athlète va se créer sa propre routine. Donc il y a les outils qui existent, on emploie le mot outil, qui vont être, bah, la respiration, d'utiliser un peu de la respiration, d'utiliser l'imagerie, voilà, il y en a qui utilisent la méditation pour aussi bosser, pourquoi pas, la concentration, l'attention. Heu et après, il y a tout ce qui est routine, et peut-être que lui, sans le savoir, en fait, cette manière de faire, et ben justement, c'est sa routine à lui d'avant-course, quoi, ce moment, enfin, je suis arrivé au chalet, par hasard, quoi. Mmh. Je savais pas qu'il était au chalet, et si ça se trouve, il a tout le temps ce moment ou ces moments où, il a besoin avant la course de se retirer et d'être avec lui, quoi, et au calme. Parce que là, il était au calme, vraiment. Et alors, justement, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à reproduire maintenant? Est-ce que tu utilises des techniques comme de l'ancrage, par exemple, ou pour se replacer dans ce moment de sérénité et de puissance, hem, que vous utilisez ça? Loïc, il est suivi mentalement, enfin, il a depuis que je le connais, il a toujours, bien bossé, le plan mental. Et en fait, moi, je veux pas, je le fais, mais pas trop, intervenir dans ce domaine parce que je le connais beaucoup trop. Et en fait, l'idée, c'est, voilà, c'est pas d'influencer la personne. Et du coup, moi, j'aurais peut-être tendance, à l'amener, trop dans un chemin, qui peut-être c'est pas celui-là qu'il a envie d'aller, quoi. Donc, faudrait lui demander ce qu'il utilise comme technique. Hem, Après, j'ai pas la permission non plus j'ai pas sa permission de dévoiler, donc Ouais, OK, d'accord. Non, non, mais c'était pas de toute façon pour rentrer dans les détails. Hem, si, qu'est-ce que nous, pratiquants, moi, quelqu'un qui fait du ouais, vélo, de manière, régulière, peut apprendre des techniques, que tu utilises. Alors on va pas parler encore une fois spécifiquement de gens comme Loïc ou autres, mais imaginons, sur le un plan pratiquant physique, qui, alors j'aimerais les 2 aspects. OK, J'aimerais, mental et physique. On va commencer par le mental. OK, Je
Je suis un pratiquant passionné de VTT, on va dire, ou de vélo. Allez, peut-être faisons VTT, Ouais. pour être spécifique. J'ai, je sais pas, entre 30 et 45 ans, je fais une sortie de vélo par semaine. J'ai une femme, des enfants, un travail prenant. Je veux améliorer mon, 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 mon- mon pilotage, on va dire. Comment est-ce que mentalement, déjà, je peux progresser pour être peut-être plus à l'aise sur certains passages techniques qui me posent problème? On en a un petit peu parlé avec Johan Barelli, avec une approche qui consiste à remonter le passage. Mais mentalement, quels sont les outils que je peux utiliser facilement qui peuvent me permettre d'être plus serein sur des passages? Je vais répondre, mais c'est une question qui demanderait tellement plus de temps et d'interroger la personne pour savoir vraiment ce qu'il faudrait aller améliorer et qu'est-ce qui pose problème du coup dans l'amélioration ou dans la difficulté à faire un passage technique par exemple. Parce que bah, en prêt mental, il existe vraiment de nombreux domaines à explorer et également de nombreux outils. Mais peut-être que ça peut être un problème de concentration, d'attention, où tu portes ton attention quand tu réalises, je sais pas, un road gap par exemple, tu veux faire un road gap de 10 mètres et t'y arrives pas. Voilà, est-ce que ça peut être ça? Est-ce que c'est un problème d'attention, de concentration? Il y a un outil qui existe. Il y en a qui font de la méditation, voilà, pour améliorer leur concentration. Moi, ce que j'aime bien, tu vois, par exemple, c'est quand je vais rouler. Moi, tu vois, par exemple, ce que je me fais, c'est de me faire un petit peu d'exo de pleine conscience. Donc, de rouler en Mmh. pleine conscience. Et par exemple, je pars sur un 5-4-3-2-1 où en fait, je vais utiliser mes sens. Et le 5, par exemple, j'essaye d'écouter 5 bruits différents. Le 4, 4 odeurs différentes. Le 3, ça peut être 3 choses différentes que je vois. Et comme ça, en utilisant l'ouïe aussi et le goût, voilà, pour justement être là en fait. Être là et éviter un moment de partir et de penser à ce que je vais bouffer ce soir. Et puis boum, je me retrouve dans un arbre, quoi. Donc ça peut être voilà sur la concentration. Après, bah, il y a l'imagerie mentale qui est ou la visualisation qui est une bonne technique et on peut se servir. Après, c'est pareil, l'imagerie, tu peux t'en servir pour bosser aussi la concentration. Tu peux t'en servir pour corriger un geste. Euh, Tu peux t'en servir aussi pour de la confiance en soi. Enfin, tu vois, elle est dure, c'est dur à répondre à ta question. Il y a des outils qui existent, mais voilà. Après, il y a aussi les outils de tout ce qui est la cohérence cardiaque, qui peuvent aider à te calmer, à gérer les émotions, à gérer le stress. Ou à l'inverse, si il y a une respiration dynamisante, voilà, qui tu vas pouvoir utiliser juste avant de partir en prenant une grande inspiration, en gonflant bien l'abdomen et en soufflant très fort, très vite. Voilà, ça va t'apporter du peps. Donc, mais ça va être spécifique vraiment aux personnes, hein. Bah, de toute façon, l'idée effectivement, c'était juste pour les gens qui nous écoutent, d'avoir conscience des outils qui existent, parce qu'on n'a pas tous conscience. Enfin, je veux dire, on en a parlé beaucoup, des exercices de visualisation, donc ça, je pense que les gens qui nous écoutent sont un peu à l'aise avec ça. Enfin, à l'aise, ça prend du temps, hein, c'est de l'entraînement, mais la respiration, je pense que c'est un domaine qui mérite d'être exploré. Mmh. Tu nous partageras des ressources, on mettra tout ça dans la description. Et puis on mettra également ton compte Insta, enfin les liens sur lesquels on peut te contacter pour avoir des infos si besoin. Euh, Si on passe maintenant sur la partie technique, Ouais. euh,
toujours ce pratiquant qui fait une sortie par semaine en VTT, potentiellement avec un e-bike, et qui fait ça le dimanche matin ou j'en sais rien. Quel conseil tu lui donnerais à lui, ce pratiquant, pour améliorer, euh, pour améliorer le plaisir qu'il va prendre pendant sa sortie? On parle pas de performance, on Ouais, parle ouais. pas de compétition, mais qu'est-ce que ce pratiquant-là peut mettre en place dans ses journées sans que ça lui prenne trop de temps pour prendre plus de plaisir sur son vélo? Et ben, si on regarde la discipline, j'ai envie de dire qu'on va prendre pendant une sortie, on va encaisser, on va prendre de nombreux chocs. Alors le vélo va en prendre, mais aussi le pilote. Donc bah, pour le vélo, je vous laisse aller revoir le podcast de Jack Rohr. Il va vous expliquer comment régler tout ça. Et après au niveau corporel, et ben ouais, on va prendre pas mal de chocs. Donc je dirais que un petit renforcement du haut du corps et du bas du corps avec des exercices très simples, comme par exemple le haut du corps, on peut utiliser tous les exercices de gainage, les exercices de gainage de face, les exercices de gainage latéral pour les obliques. Euh, Moi, j'aime bien aussi parler de. Souvent, je mets un exercice de tirer, un exercice de pousser. Donc, dans un exercice de pousser, bah, on peut retrouver en vélo, c'est ce qu'on va retrouver. On va pousser sur le guidon, on va aussi tirer sur le guidon. Donc, en poussée, on peut se faire des pompes. Il n'y a pas besoin de matériel. Et après, pour faire du tirage, on peut utiliser un élastique, par exemple. Ils vendent des bandes élastiques là un peu partout et il y a vraiment pas mal de tirages qu'on peut faire avec ça. Voilà, on a déjà trois choses. Quand tu fais du gainage tous les jours, si tu te mets 5-10 minutes gainage, pompe, plus un petit exercice de tirage, soit en traction, par exemple en traction. Traction, c'est pas si évident. Après, on peut les faire avec les élastiques aussi pour que ce soit plus simple. Voilà, pour le haut du corps, déjà, ces trois choses-là, si c'est fait 2 à 3 fois par semaine régulièrement, voilà, c'est déjà un bon renfort. Et puis pour le bas du corps, et ben si on prend les contractions un peu du vélo, du VTT, ce qu'il y a de plus simple, j'ai envie de dire, bah, c'est des squats, faire des squats, donc des flexions. On peut faire 10 flexions, enchaîner avec un exercice de chaise, par exemple. Donc là, on est plus sur une contraction isométrique où on bouge pas en fait. On reste dans la même position, et pareil, on peut maintenir 10 secondes et puis derrière un exercice de fente, pourquoi pas. On avance un pied, on revient, on avance l'autre pied, on revient. Donc ouais, je pense en avoir donné 3 en haut, 3 en bas. On est déjà à 6 exos. Si on fait 3-4 tours, si on se fait un petit circuit avec ces 6 exos et on fait 3 tours 2 à 3 fois par semaine du circuit, déjà, c'est pas mal. Après, il y a un truc vraiment, si jamais vous avez la possibilité de le faire, c'est de pratiquer le yoga, hein. Le yoga, c'est un très bon exercice. Tout à l'heure, on parlait de concentration, de prep mentale, de concentration. Le yoga, tu vas fixer ton attention sur une position. En plus, tu fais du gainage. Enfin, il existe un tas de milliers de yoga, quoi. Mais le yoga est très, très aussi intéressant. Moi, par exemple, tu vois, je le mets dans les preps des athlètes, quoi. Bon, c'est pas moi qui le fais, mais j'aime bien quand ils font du yoga. Ok, donc yoga, partie prenante, partie de la préparation des pilotes. Ouais, 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 Très ouais. bon. Intéressant. J'imagine bien Loïc faire le chien tête en bas. Ouais, bah, tu serais surpris, Je... hein. Tu sais qu'il est très mobile et très à l'aise. Hmm, ouais, très bon. Écoute top. Après, j'ai parlé de renfort. On aurait pu parler, bah voilà, mais bon, là, il faut du temps, quoi. C'est toujours pareil. On est plus sur le Bien mec sûr. qui roule le Oui, dimanche, oui. quoi. Tout ce qui est qualité oxydative. Donc, bah, les différents systèmes énergétiques, notamment bah, le système aérobie, voilà, qui demanderait aussi à être bossé, quoi. Hmm. Bon là, l'idée, encore une fois, hein, c'est
C'est pas forcément de rentrer dans le très spécifique ou la performance, bien mais sûr. plutôt de dire, bah, OK, comment moi je peux prendre plus de plaisir sur mon vélo sans forcément avoir des objectifs de perf. Donc, je pense que là-dessus, on est bon. OK. Bon, Nico, t'as une échéance, encore une fois, à préparer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour cette suite, pour là ce qui arrive là? Et bah, déjà, dans un premier temps, que les pilotes, arrivent à 100 au départ. Mmh. Ça, c'est la première chose que que je me souhaite et qu'on peut me souhaiter. C'est, heu, c'est de les amener, au run final, dans la cabane de départ dans les meilleures conditions. Mmh. OK, très bien. Une fois qu'ils sont Bon, là, après, à eux de après jouer. le reste, voilà. Top. Bon, tu nous partageras, quelques liens. Tu m'as déjà partagé des liens qu'on mettra dans la description de l'épisode, notamment sur la prépa physique. Je mettrai quelques trucs sur la prépa mentale aussi. Dernière question, rituelle, comme d'hab, on va dire. Si tu devais entendre, quelqu'un dans un prochain épisode d'En roue libre, ce serait qui? Comme tu as déjà fait Laurent, je dirais le manager de l'équipe de France de BMX, Comment il s'appelle? Julien Sastre, Je vais googler tout ça. OK. qui, voilà, qui a connu 3 olympiades et à la troisième, il a eu un beau succès alors qu'il en avait connu 2 un peu plus difficiles et justement tout ce travail d'équipe et je te dis, lui, bah, parce que ouais, tu as fait Laurent et moi voilà, j'ai la chance en tout cas d'avoir connu ces gens-là et de bosser avec eux et ce que j'apprécie avec eux, c'est que si on dit on va là, on y va quoi. Et pour traîner dans le milieu du sport, c'est pas toujours évident, de tomber sur des personnes aussi réglo quoi. Mmh. Et ce qui me permettra, par la même occasion de mettre un petit peu plus le pied dans le monde du BMX, que j'affectionne tout particulièrement, pour en avoir fait, quelques saisons et voilà et puis, tu l'as pas cité, mais évidemment que ce sera un grand plaisir d'avoir Sylvain en Ah bah, invité du évidemment. podcast. Ah bah oui, bah là ça va être ce sera, oui, j'ai hésité, hein, tu m'as donné une personne. Et mais oui, 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 oui. Et puis là, tu vas avoir, oui, ça va être très, très spécifique. Mmh. Ouais. Ah mais très bon. Écoute, top. Merci beaucoup Nico, merci pour ton temps, merci pour tout ça. On te souhaite évidemment le meilleur pour la suite et encore une fois, au moment où vous entendrez cet épisode, le résultat, des championnats du monde sera probablement tombé, sauf si miracle. Donc voilà. Mais bon, mais merci beaucoup et merci à vous de nous avoir écoutés. Ouais, merci à toi de nous faire passer les routes moins longues surtout, en voiture. C'est cool, continue. Avec grand plaisir, tu sais que tout le plaisir est pour moi. Donc Et ben tant mieux. bon, merci Nico, à très bientôt, plein de bonnes choses et puis à vous qui nous écoutez, on vous dit, à la prochaine. Allez, salut! Ciao.